Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes le 28 mai 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter la 15e émission, le 15e numéro d'Entre nous soit dit. Cette émission est placée sous le signe de Raymond DeVos. Je l'explique, ce n'est pas une émission humoristique, elle est simplement destinée à rappeler un sketch fameux de Raymond DeVos, J'en ris, j'en pleure. On nous dit que les Français sont très pauvres, et voilà que des gens nous disent qu'ils sont très riches. Alors comme je n'ai pas une science infuse dans ce domaine, j'ai invité des gens qui savent, en l'occurrence Nathalie Cotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômée des sciences politiques, mais spécialisée dans les problèmes financiers. Je crois que vous dirigez un cabinet de gestion. Cabinet de gestion patrimoniale. De gestion patrimoniale, voilà. Et François Deville. Bonjour François Deville. Bonjour. Vous êtes, vous, polytechnicien, mais pas énarque par chance, pour un peu, vous allez vous exclure vous-même de l'émission. Polytechnicien et surtout journaliste très connu, spécialisé dans les questions d'argent et titulaire depuis longtemps de l'émission Questions d'argent sur France Info. Donc vous venez l'un et l'autre ensemble de produire un ouvrage vraiment passionnant, passionnant à la fois pour ceux qui ont de l'argent et pour ceux qui n'en ont pas, car il passe en revue l'ensemble des placements financiers que l'on peut faire. Donc je vais immédiatement le montrer à la caméra. Il s'agit d'Argentissime, le guide complet de vos placements aux éditions Groupe Express. Donc cet ouvrage est en vente depuis quelques jours, très peu de temps, et je ne voudrais pas manquer de rappeler non plus le précédent ouvrage de François de Witt, Appauvrissez-vous. Alors c'est un ouvrage qui est, je crois, le livre de chevet de tous les gouvernants français depuis une trentaine d'années, mais en réalité, ça n'est pas du tout le sujet qu'a abordé François de Witt, un peu provocateur bien sûr, c'est simplement quelques conseils pour les personnes qui, disposant de pas mal d'argent et ayant un certain âge, auraient intérêt à ne plus conserver cet argent et la laisser dormir. Alors, première question, celle à laquelle je me suis référé pour ouvrir cette émission, est-ce que les Français sont riches ou pauvres? Vous nous dites dans le livre qu'ils possèdent en avoir 8500 milliards d'euros, ce qui est quand même beaucoup d'argent, mais c'est quoi finalement, Nathalie Cotte, cette somme de 8500 milliards? Où est-elle? En quoi est-elle placée? Alors pour beaucoup sur des comptes sur livret, pour beaucoup aussi évidemment en assurance vie, et puis il y a aussi la partie immobilière évidemment. Ça représente quoi à peu près la partie immobilière? Les deux tiers. Les deux tiers, c'est de... Deux tiers du patrimoine français aujourd'hui est foncier immobilier. Oui. Et le tiers restant est financier, c'est-à-dire effectivement, comme dit Nathalie, en grande partie en assurance vie. Donc si j'ai bien calculé, le tiers restant représente à peu près de 1800 à 3000 milliards d'euros. Là-dessus, ça c'est un chiffre que je connais, l'assurance vie représente, je crois, 1100 à 1200 milliards d'euros. Alors, il y a quand même un chiffre qui est assez curieux, c'est que c'est très exactement ce que l'État doit également. Il a une dette de 1100 milliards ou 1200 milliards d'euros, mais quand même un peu plus, à quoi il faut ajouter également la dette que représentent les régimes de retraite des fonctionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas un petit phénomène de vase communicant entre la dette de l'État et l'assurance vie des Français? Un peu, mais pas complètement. Un peu quand les Français préfèrent être investis dans ce qu'on appelle le fonds en euros d'un contrat d'assurance vie. Oui. C'est-à-dire, en fait, ne courir aucun risque, profiter de la capitalisation et d'un taux garanti. Là, évidemment, l'essentiel des placements réalisés par la compagnie d'assurance, ce sont des obligations. Mais pas seulement des obligations de l'État français, parce que souvent, on cherche une rémunération un peu plus élevée, et on achète aussi des obligations dites d'autres États ou d'émetteurs privés, en fait, de sociétés. Donc on ne peut pas complètement dire que ce qui est placé en assurance vie correspond à la dette de l'État. Vous avez aussi une bonne partie quand même. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement l'État a été bien content de trouver les épargnants français pour financer sa dette. Donc il y a eu vraiment une espèce d'alliance objective entre les deux depuis une vingtaine d'années. Et je dirais encore plus quand les taux d'intérêt étaient très élevés, parce que les assurés vie pouvaient avoir des contrats qui rapportaient 8-9% avec 3% d'inflation, c'était 5% de taux réel. Alors qu'aujourd'hui, les contrats rapportent, disons, 4% avec 1,5% d'inflation, c'est moins bon. D'accord, mais enfin, le petit soupçon, qui est plus qu'un soupçon, naît quand même du fait que la plupart de ces placements, et notamment l'assurance vie, bénéficient de conditions fiscales un peu dérogatoires, et même largement dérogatoires, puisque les intérêts ne sont pas frappés d'impôts.
avec les conditions qui sont bien connues. Et moi, je n'ai jamais vu l'État faire des cadeaux fiscaux. En général, quand il en fait, c'est que ça l'intéresse. Donc j'imagine que si l'assurance vie ne lui rapportait rien, il est vraisemblable qu'il ne l'aurait pas affecté de ce coefficient de sourire que représente le fait de ne pas frapper d'impôt les intérêts. Enfin, bon, ça c'est un des aspects de ce que les Français possèdent. Le reste est quand même soumis à discussion. L'évaluation qui est faite des 8500 milliards, ça repose en grande partie sur la valeur de l'immobilier. Ouais. Cette valeur est quand même évolutive, et en particulier actuellement, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais que, enfin ce qui est vrai, c'est qu'il y a certainement une bulle. Sur l'importance de cette bulle, on peut discuter, mais il est bien évident qu'on a eu l'exemple récemment, et je pense que c'est à celui, je crois que vous en avez parlé dans le livre, effectivement, de l'île de Ré, où des gens qui n'avaient pas de beaucoup d'argent avaient des propriétés qui avaient beaucoup de valeur. Donc on voit bien que la valeur de l'immobilier est quelque chose de très fluctuant. Mais il n'empêche que dans les placements que vous avez évoqués dans cet ouvrage, l'immobilier figure également. Donc il n'y a pas que des placements financiers dans... Non, pas du tout. Puisque d'ailleurs, en fait, nous avons travaillé par objectif. Quand on fait un guide, on n'a pas voulu faire un catalogue, on a voulu faire un livre utile que chacun peut prendre et qui lui permet de trouver un chemin. Donc nous avons déterminé 10 grands objectifs. Parmi ces 10 grands objectifs, vous avez devenir propriétaire, qui est souvent d'ailleurs pour les jeunes la première idée, la première chose qu'ils veulent faire effectivement. Donc comment s'organiser pour avoir un apport personnel, à quel crédit recourir, tout ceci figure dans le livre. Puisqu'à chaque objectif correspondent aussi les outils qui sont cités et développés de manière plus détaillée au travers de fiches. Alors, il y a quelque chose, François, que vous n'abordez pas dans le livre, c'est comment gagner de l'argent. C'est pas le sujet. Non. Mais enfin, vous arrivez quand l'argent est là. C'est-à-dire, oui, on part du principe que, non, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, si vous voulez, on peut quand même accumuler sur un plan d'épargne logement. Oui. On aura déjà un peu de sous pour aider à faire un apport personnel, par exemple. On peut aussi s'amuser à acheter des fonds à capital garanti et si au bout de 3 ans, eh bien, on a sorti le jackpot, ça enrichit. Donc, on a donné quand même toute une palette de manières de s'enrichir plus ou moins rapidement. L'immobilier, c'est pas la plus rapide. Mais pour revenir à votre remarque sur l'immobilier, je crois que ce qui est intéressant, c'est que nous sommes un pays en fait, fondamentalement paysan, disons très agraire, et qu'on est très attaché à la pierre. Et donc, il est assez normal que dans la répartition de nos avoirs, eh bien, la pierre soit tout à fait dominante. Je prends un autre exemple qui est celui des milliardaires dans le monde. On l'a évoqué dans le livre. Eh bien, les milliardaires n'ont que 20% à peu près de leur patrimoine en pierre. Donc, si vous voulez, ils sont moins attachés que nous, Français, à ça. Et je pense que nous, notre point de vue, je dirais, d'auteur d'un livre de conseils, c'est de dire aux gens, si vous aimez la pierre, voilà ce que vous pouvez faire. Si vous aimez la bourse, voilà ce que vous pouvez faire. Mais on ne veut pas opposer les deux parce que c'est stupide. Et parfois on le fait, on se dit tiens, quand la bourse monte, est-ce que l'immobilier va baisser? Actuellement tout monte. Et nous, notre sentiment d'ailleurs, c'est que l'immobilier va continuer à monter. Alors là, vous prenez un risque en le disant. Absolument. Parce vous pensez que l'immobilier ne baissera pas. Il y a des raisons objectives d'ailleurs à ce qu'il ne baisse pas. Il y en a plusieurs. Plusieurs ont été évoquées lors de notre dernière émission par Jean Perrin, qui est le président de l'Union nationale de la propriété immobilière. Effectivement, le seul bémol qu'il avait dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est simplement les revenus des Français qui obèrent un peu les perspectives. Donc, et vous, votre prévision, c'est que l'immobilier va continuer à... l'immobilier va continuer à se tenir très bien, tant que nous avons des taux d'intérêt très bas, et puis en plus avec la mesure qui va sortir en juillet apparemment de la déduction des intérêts d'emprunt à hauteur de 20% de leur montant, semble-t-il, et pour tout bien acté à compter du 6 mai. Donc les renégociations de crédit ne serviront à rien au plan fiscal. Je pense que la configuration est bonne pour que tout se maintienne. Sans compter que la France est un pays qui attire de plus en plus, et c'est le cas notamment de Paris, des étrangers. Oui. On peut regarder, je regardais pas plus tard que ce matin, les statistiques sur les villes les plus chères du monde. Si vous voulez, Paris est une ville qui est bon marché, elle est au même prix que Moscou. Alors, et Cannes, curieusement, Monte-Carlo bien entendu, New York, Londres sont beaucoup plus chers que Paris. Donc on n'est pas non plus, disons, dans un relatif mondial, dans une situation tout à fait... Il y a une marge de progression. Voilà. Alors ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, la solvabilité des acquéreurs a tendance légèrement à se dégrader. Mais légèrement seulement. On peut très bien imaginer, comme le dit Nathalie, qu'avec la mesure
disons, déduction des intérêts d'emprunt, eh bien, ça resolvabilise la clientèle, ce qui fait qu'elle sera prête à acheter à un prix peut-être plus élevé que l'année dernière, et donc, à mon avis, le risque de baisse des prix qui est signalé ici ou là, au début, l'immobilier nous paraît extrêmement faible. Je dirais, moi je reviens d'Espagne, j'étais le week-end dernier, eh bien, les Espagnols sont très malins pour vous expliquer que tout va bien, alors qu'ils ont un marché assez délirant, eh bien, et qu'ils ont des taux d'intérêt qui montent plus fortement qu'en France, parce que leurs prêts sont indexés sur le marché monétaire et non pas sur le marché obligataire. Bref, comme chez nous, eh bien, les Espagnols, à mon avis, il y a encore une telle pression à la demande, une telle envie d'être propriétaire. Vous savez que 8 Espagnols sur 10 sont propriétaires, alors qu'en France, c'est un peu moins de 6 sur 10. Donc on a de la marge. Et je crois qu'effectivement, si on a mis devenir propriétaire comme un des grands objectifs patrimoniaux, parce qu'on sait que les jeunes veulent devenir propriétaires, on sait en plus que c'est très bon pour la retraite. Parce qu'une fois qu'on a un bien immobilier, eh bien on a un capital, et ça peut toujours servir le moment venu. Donc on sait que c'est vraiment l'investissement de base de tout ménage. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de contagion néanmoins de l'explosion éventuelle de la bulle immobilière espagnole? Parce qu'on a vu à la bourse de Madrid un certain nombre de sociétés immobilières se décoter très brutalement, dévisser littéralement, parce qu'elles avaient précisément des emprunts qui étaient indexés sur un certain nombre de critères qui n'ont plus pu être respectés. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a malgré tout, on est en Europe, les frontières sont perméables, un risque de contagion? Ça peut arriver par le système bancaire. Si les banques octroient des crédits de manière trop laxiste et se trouvent à la tête de non-remboursement, et en même temps d'une baisse de valeur de leurs hypothèques, effectivement ça pourrait arriver. Mais ce que je crois savoir, c'est que le système bancaire a un tout petit peu resserré les conditions de crédit déjà depuis au moins un an. Ils ont suivi à cet égard les conseils de M. Trichet, qui s'inquiétait pas mal de l'encours des crédits immobiliers. Bon, enfin écoutez, on ne va pas parler que de choses qui inquiètent, on va aussi parler de choses qui rassurent, et en particulier sur le fait qu'après tout, après la lecture de votre ouvrage, il semble quand même qu'il est possible de faire un certain nombre de placements pas trop risqués et de finir par gagner un petit peu d'argent. Donc, alors vous évoquez dans cet ouvrage pratiquement l'ensemble des placements possibles et imaginables. Est-ce que cette complexité à laquelle vous essayez de remédier d'ailleurs en donnant des explications, n'est pas un peu dissuasive pour les gens? Parce que je connais des gens, je veux même vous dire, l'autre jour, un ami à qui j'ai montré votre livre, avant-hier, l'a mis de côté. Je lui dis, mais c'est un livre qui pourrait vous intéresser beaucoup, parce que là, vous avez vraiment... Les gens ne veulent pas savoir, et vous le dites dans le livre, alors c'est un petit peu curieux que le Français, que l'on dit très attaché à son argent, lorsqu'il s'agit de le placer, semble faire confiance, on ne sait pas trop qui, son conseiller, aux journaux qu'il lit, à mieux vivre votre argent, ou à d'autres. Non, la situation est plus préoccupante que ça. J'allais y répondre par le biais d'un sondage qui a été fait. On a questionné en fait les Français sur leur intérêt sur les questions patrimoniales. Et on s'est rendu compte que seulement 19% d'entre eux avaient un intérêt pour ces questions-là. Voilà une illustration. Je suis tombé dans les 80% qui ne s'intéressent pas. Mais alors les anglo-saxons, eux, sont quand même à 44% intéressés. Il faut savoir qu'on se trouve au même niveau que les Russes et les Tchèques. Mais ils n'ont pas autant d'offres, de possibilités d'investissement que nous. C'est, je pense aussi, le rapport à l'argent dans notre psychologie qui ressort du tréfonds d'une mentalité, j'allais dire, judéo-chrétienne. Oui. Mais, les protestants ont moins de problème. Mais ça n'est pas quand même la complexité qui effraie un petit peu, parce que le nombre de placements est vraiment astronomique. La complexité, elle n'est pas vraiment dans les placements, elle est plus, je dirais, dans le régime fiscal. La fiscalité en France, c'est quand même quelque chose un peu à s'arracher les cheveux parfois. Et là, oui. Et je trouve dommage d'ailleurs qu'on soit dans un pays où tout est un peu difficile même à gérer pour les banques. Une nouvelle règle, c'est immédiatement énormément d'argent en informatique, en mise en place, etc. Et en plus, les règles ne sont pas pérennes. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc si j'avais un conseil à donner à notre nouveau gouvernement, c'est de faire des choses simples au niveau fiscal et qui durent. Oui, alors, là, de ce point de vue-là, j'ai une opinion. Je n'ai pas d'opinion sur tout, mais là, j'en ai une. Si on veut faire des choses simples et qui durent, il faut les faire vite et d'un seul coup. Parce que si vous entrez dans les négociations avec les uns et avec les autres, la complexité finit par vous déborder. Mais enfin,
Non, mais c'est un autre sujet. Non, mais prenons un exemple, justement, vous parlez d'assurance vie au début de cet entretien. Eh bien, si vous voulez, pendant longtemps, et certainement pour écouler les emprunts d'État, c'était le gouvernement français a exonéré complètement de droits de succession les capitaux accumulés sur les contrats d'assurance vie. Eh bien, le gouvernement socialiste du temps de M. Strauss-Kahn a décidé de limiter cette exonération à 152 500 € par bénéficiaire. Et aujourd'hui, vous avez, par exemple, quand je fais une succession ou une donation, il y a 50 000 € par bénéficiaire qui échappent à l'impôt. Et comme vous le savez, M. Sarkozy veut supprimer l'essentiel des droits de succession et de donation. Qu'est-ce qu'il va faire? Vraisemblablement, il va relever ce plafond. Si ce plafond, il le relève à 150 000, par exemple, ce qui n'est pas exclu par enfant, vous voyez que ça va venir buter sur l'exonération dont bénéficie l'assurance vie. Alors, les assurés vie, les corporations, le lobby va se mettre en branle pour dire mais non, on a besoin de plus, etc. Et ça veut dire qu'on va encore changer la règle du jeu, ce qui fait qu'effectivement, alors non, c'est au moins un avantage, c'est qu'il faut acheter tous les ans Argentissime pour se tenir au courant des nouvelles règles fiscales, parce que ça bouge beaucoup. Donc voilà, un excellent conseil, un excellent placement pour ceux qui veulent ne pas être pris au dépourvu par le fisc. Maintenant, je voudrais juste ajouter sur l'intérêt des Français, moi je sais en tant que rédacteur en chef de Mieux vivre votre argent et chroniqueur, je suis très bien placé pour savoir que ce n'est pas facile de les intéresser à ces sujets-là. Alors, il y a effectivement une pudeur, mais il y a également une méconnaissance, et notamment une méconnaissance des mathématiques. C'est-à-dire, dès que vous faites un calcul, dès que vous parlez en pourcentage, les gens partent comme des volets de moineaux. C'est épouvantable, c'est des chiffres qui font peur. Alors du coup, on a mis justement un petit chapitre qui fait peut-être peur aux lecteurs, justement, j'ai pas de feedback, où on a donné une douzaine de situations décrites. Parce que, par exemple, les gens ne se rendent pas toujours compte que quand vous avez une action qui vaut 100 €, elle augmente de 20%, eh bien, elle vaut 120 €. Puis ensuite, elle baisse de 20%. Eh bien, elle ne va pas se retrouver à son point de départ. Monter de 20% et baisser de 20%, c'est pas pareil. Elle va se trouver un petit peu en dessous de 100 € de son point de départ. Mais ça, c'est des choses qu'il faut manier, et les gens qui investissent, d'ailleurs que ce soit dans l'immobilier ou dans la bourse, la finance, eh bien, il faut qu'ils sachent manier les chiffres des pourcentages, et je suis convaincu, je pense que Nathalie est d'accord avec moi là-dessus, qu'il y a beaucoup de gens qui ça rebute et qui donc, ils veulent même pas savoir. Et c'est dommage parce que ne pas vouloir savoir, c'est la meilleure manière de se faire avoir par un vendeur indélicat, et Dieu sait que les vendeurs sont doués pour faire des simulations formidables, qui ont l'air d'être brillantes et qui malheureusement sont totalement artificielles. Il y a même des organismes ayant pignon sur rue, je pense à la Poste, qui se sont fait épingler récemment pour avoir donné des conseils un petit peu trop chaleureux sur les placements dont ils voulaient faire bénéficier leurs clients. Mais enfin, il ne semble pas quand même que ce soit la règle générale. D'une façon générale, précisément, est-ce qu'on peut avoir confiance dans la plupart des gens qui vous proposent des placements, ou est-ce que la défiance s'impose? Est-ce qu'il y a des règles de conduite dans ce domaine-là? Alors, moi, je peux parler de ce qui me concerne, c'est-à-dire le statut de conseil en investissement financier, CIF, qui est né depuis 2003, qui nous impose, d'une part, de réaliser une lettre de mission où sont reprécisées la situation de chacun, les objectifs de la mission, quel est le tarif des éventuels honoraires de cette mission, c'est donc une lettre d'accord. Il est précisé aussi que s'il y avait une nouvelle mission, nous referions une lettre de mission, qui impose ensuite de réaliser un dossier où tout est détaillé, y compris les avantages et les inconvénients. Donc à partir de là, tout de même, il y a un effort et un devoir d'information qui est très très lourd. En tant que membre de la Chambre des indépendants et du patrimoine, je dois remplir une charte, j'adhère à cette charte, qui est une mission où vous devez conseiller avec une déontologie très forte, chacun, et au mieux de ses intérêts à lui. En tant qu'indépendant, on ne défend aucun fournisseur. J'allais dire que dans un grand établissement bancaire, on va vous préconiser essentiellement la gamme de l'établissement. Le métier d'un indépendant va consister plutôt à trouver le bon fournisseur, là où il se trouve pour le sujet que l'on a à traiter. Dans cet environnement-là, avec ce statut et ces obligations, je
crois qu'on conseille vraiment très bien les personnes dont on s'occupe. Hein. Donc, on peut avoir confiance. La condition de s'adresser à des gens de confiance, précisément. Oui, et on passe beaucoup de temps. Je crois que quand on rencontre justement un CIF et que l'on voit le process et le temps passé à s'assurer que chacun a bien compris ce qu'il a fait, on est quand même... On peut ajouter en plus que la Chambre des indépendants prononce des exclusions, c'est-à-dire que ça c'est quand même, elle fait une police interne, ce qui est quand même à mon avis tout à son honneur. Mais ce qui est très important, c'est que si vous voulez, les gens comme Nathalie représentent peut-être 8 à 10% de la collecte d'épargne en France. Or, tout le reste, c'est les banques et les compagnies d'assurance qui, pour le moment, n'ont pas du tout les mêmes contraintes. Elles ont un devoir d'information et de conseil, mais c'est encore assez flou et ça va être précisé de manière très structurée au mois de novembre prochain, lorsque devra s'imposer à tout le monde une certaine directive européenne dite MIF qui va fixer les bases, jeter les bases d'une relation banquier-client plus fine et qui, ces bases, ma foi, elles ont l'air de correspondre assez près à ce que vous pratiquez déjà chez les indépendants. Je prends un exemple, on ne veut pas que les gens achètent des produits qui ne sont pas faits pour eux. Moyennant quoi, tout le monde dans les milieux bancaires va soumettre ses clients à des questionnaires pour savoir quel est leur degré d'acceptation du risque. Alors c'est quelque chose que vous faites déjà dans ton milieu depuis un certain temps. Oui, parce que c'est un profil. Il y a des profils psychologiques. D'ailleurs, j'imagine que ça doit correspondre à des profils généraux. Il y a des gens qui aiment le risque, des gens qui ne l'aiment pas du tout. Puis des gens qui se trouvent entre les deux, sans doute. Et ça, est-ce que vous avez des tables de clientèle psychologique? Des typologies. Alors, des typologies. Je vais répondre autrement. J'ai effectivement moi, un questionnaire sur lequel je travaille dès que je dois constituer un portefeuille ou dès que je dois m'occuper d'une partie financière, assurance vie, portefeuille. J'ai un questionnaire de risque qui est en fait relié à un logiciel qui détient 35 ans de marché financier et qui permet, à partir de là, qui vous donne l'allocation d'actifs entre risqué et pas risqué et qui vous donne aussi les probabilités réelles qui se sont passées depuis 35 ans. Il s'en est passé des choses depuis 35 ans. Il y a eu les cracks, il y a eu 87, il y a eu 98, 94... Et vous avez toutes les probabilités de gains et pertes et à partir de l'allocation d'actifs qui s'est ainsi dessinée. Donc, je n'ai pas vraiment des profils psychologiques type, mais j'ai un instrument fort. Qui permet de les mesurer ou de les estimer. Il faut savoir une chose sur la sensibilité au risque, c'est que quand les bourses baissent, la sensibilité est très forte. Et puis curieusement, au fur et à mesure que ça remonte, eh bien, la sensibilité au risque diminue. Et vous avez, Nathalie a besoin de freiner les clients. Moi, j'avoue. C'est l'ivresse du gain. Absolument, absolument. Toutes les personnes dites prudentes, hein, entre guillemets, sont un réel problème aujourd'hui dans les périodes de hausse de marché. Parce que ce sont des gens qui très souvent voudraient 100% de la hausse et 0% de la baisse. Mais ça, c'est pas possible, il faut se le dire carrément. Donc les gestions prudentes, c'est vrai aujourd'hui, ne vous offrent pas la hausse en complète du CAC 40 par exemple. Et là, il faut réexpliquer effectivement tout ce qu'on a fait et maintenir les personnes dans leur chemin. Parce que le risque, c'est qu'elles dérapent. C'est par l'envie du gain, vous savez, le côté un petit peu greed de chacun, ne les pousse, elles, à commettre des erreurs. Et moi, je retiens. Oui, c'est-à-dire qu'il faut être parfois prudent pour deux ou pour trois. Absolument. François, c'est très simple en fait, parce qu'effectivement, vous parlez de profil psychologique. En fait, quand on investit, on est partagé entre deux sentiments, ou disons, on alterne entre deux sentiments qui sont la peur et l'avidité, ou l'appât du gain. Et que si vous voulez, quand les choses vont mal, la peur devient énorme, elle devient dominante. Et dès que ça va mieux, l'appât du gain commence à prédominer. Ce qui fait que, par exemple, quand vous dites aux gens « Oh, la bourse est un peu trop chère », je vais un peu m'alléger. Je l'ai fait, moi, ça, au début de cette année, quand les indices ont commencé par baisser. Je vais m'alléger et je vais racheter plus bas. La plupart des gens, à ce moment-là, ils sont tellement excités parce que ça va bien qu'ils vont pas s'alléger, ils vont pas vendre, et peut-être qu'ils ont raison d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas de quoi ça fait demain. Ça, c'est un des grands mystères toujours de la bourse, on ne sait jamais tout à fait où ça va. Eh bien, l'avidité et la peur sont deux sentiments qui alternent et qui guident finalement les comportements. Mais est-ce qu'il y a des gens qui s'emportent? Vous devez avoir des clients qui s'énervent de temps en temps, non? Écoutez, non, je suis désolée. Ah, vous avez de la chance, tout va bien pour vous, là.
Bon, et vous, François, de temps en temps... Moi, j'ai des lecteurs, qui disent vous m'avez fait perdre 3000 francs à l'époque sur telle action, il faut me donner 10 ans d'abonnement gratuit à mieux vivre. Ça, on a eu ça, c'était un grand classique. Enfin, ça, c'est ce qui affecte évidemment toute personne prenant la parole en public. Tout à fait. Mais c'est aussi le caractère, enfin, l'autre côté de la notoriété, c'est-à-dire que la notoriété est un sentiment qui inspire confiance, et en même temps, beaucoup de gens se fondent sur votre opinion. Il ne faut pas oublier non plus qu'en matière d'argent, les gens sont près de leurs sous. Les gens qui parlent le mieux sont des gens un peu radins. Donc, quand ils peuvent épingler le journaliste et récupérer quelques sous, je peux vous dire que c'est pas une idée qui leur échappe. Alors, effectivement, je crois qu'on a déjà commencé à déblayer un tout petit peu le terrain, on y voit un tout petit peu plus clair. Bon, bien sûr, je rappelle encore une fois le titre de votre ouvrage, Argentissime, le guide complet de vos placements, par Nathalie Cotte et François de Witt, aux éditions Groupe Express. Et nous allons bien sûr continuer à parler à la fois de cet ouvrage et puis de l'ensemble des problèmes d'argent. Mais auparavant, nous allons être obligés de marquer une petite pause technique, car il va falloir essayer de réunir la somme. Et donc, dès que nous l'avons, nous reprenons l'antenne. À tout de suite. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour à nouveau. Nous nous retrouvons donc sur le plateau d'Entre nous soit dit, où nous parlons d'argent et de placement, avec comme toile de fond un excellent ouvrage qui vient d'être publié et qui s'intitule Argentissime, le guide complet de vos placements, dont les auteurs sont nos invités aujourd'hui, Nathalie Cotte et François de Witt. Je vous les représente à nouveau très vite. Nathalie Cotte est spécialiste de placement financier, elle dirige un cabinet de gestion de placement, et François de Witt est un journaliste fort connu puisqu'il anime depuis très longtemps la chronique de l'argent, si l'on peut dire. Question d'argent sur France Info, et qu'il a en outre dirigé pendant très longtemps de très importants journaux, et dont Mieux vivre votre argent, vous êtes toujours, je crois, conseiller de la rédaction. Alors, nous avons bien sûr, au cours de la première partie de cette émission, évoqué toute une série, je dirais, de questions d'ordre général, encore que certaines descendaient un peu dans le détail. Je pense que dans l'immobilier, nous sommes allés un petit peu plus loin que les généralités. Mais il serait peut-être intéressant maintenant de savoir qu'est-ce qui vous a guidé dans la structure de votre ouvrage. Parce que nous sommes face à une véritable myriade de possibilités. Toutes ne sont peut-être pas aussi valables les unes que les autres. Donc il a fallu établir à la fois une hiérarchie et un ordre. Quel a été votre raisonnement pour aboutir à cet ouvrage ? Alors on a raisonné justement par objectif, en se disant, déjà à la lecture, nous avons retenu 10 objectifs, la plupart du temps nous ne parlons que de 4 objectifs. Donc chacun peut se retrouver dans ces objectifs et se dire, oui, effectivement, moi j'ai envie d'acquérir, de devenir propriétaire, ou j'ai envie de transmettre, ou j'ai envie de protéger les miens, ou j'ai envie, pourquoi pas, de me faire plaisir. À partir de là, en prenant lecture d'un objectif, il va retrouver les outils à utiliser, et ensuite il peut se reporter à la fin du livre au détail des outils. Expliquer très simplement, sous forme de questions-réponses, qui peut le faire, combien je peux mettre, qu'est-ce qui se passe si je sors avant, quelle est la fiscalité, et puis une partie à laquelle nous tenons beaucoup, à la fin de chacun, ce sont quelques conseils qui relèvent, j'allais dire, de l'expérience de quelqu'un qui a monté des produits, qui en a construit. Oui. Alors, et dans votre cas, j'imagine que vous avez apporté à cet ouvrage le coup d'œil de celui qui a conseillé pendant très très longtemps le public, parce que vous avez un rôle qui n'est pas tout à fait anonyme. Je veux dire que quand on s'adresse aux gens pendant autant d'années, on finit par avoir l'habitude des responsabilités publiques. On a des trucs, on a des astuces, effectivement, et ces astuces sont dans le bouquin, bien entendu, parce que ceux qui sont bons, autant que tout le monde en profite. Et pour reprendre ce que dit Nathalie, je crois que ce qui a été très intéressant pour nous d'ailleurs comme travail, c'est qu'effectivement des guides comme ça sont toujours des catalogues d'outils de placement, comme la société civile immobilière, le livret, les actions, les SICAV, etc. Et on en a trouvé 75, on a identifié 75 qui prouvent, comme vous le disiez, la grande richesse, la grande variété des manières de placer son argent en France, ou en tout cas de gérer son patrimoine. Mais ce qui est, par exemple, il y a un objectif qu'on a trouvé tout à fait fondamental, qui est celui de tous les épargnants, qui est d'accumuler. Alors le mot accumuler, on l'utilise pas trop parce que il peut paraître péjoratif, mais c'est mettre des noisettes de côté, etc. Accumuler pour ses vieux jours, en général, c'est ça le but. Eh bien,
on s'est aperçu qu'il y avait au moins 25 outils qui correspondaient à l'accumulation, c'est-à-dire ce qui montre bien qu'ils sont identifiables comme des outils d'épargne. Et ça peut être aussi bien contre l'assurance vie, ça peut être de l'immobilier de rapport, ça peut être des SICAV, des fonds, etc. Donc les outils d'accumulation sont très très importants, mais il y en a qui plairont à certains de nos lecteurs et d'autres qui plairont à d'autres. Il y a des outils par exemple qui permettent de créer un capital à la fin, comme l'assurance vie. Il y a des outils qui donnent une rente à la fin, comme tous les systèmes de retraite par capitalisation. Et d'ailleurs, ces systèmes entre nous, on est assez contre, on les trouve assez mauvais, pour être honnête, à 2 exceptions près. Les systèmes Madelin pour les professions libérales, je pense le contrôle de Nathalie, et ce qu'on appelle le PERCO, c'est-à-dire le plan d'épargne retraite collectif, qui est un outil pour les entreprises très astucieux pour préparer sa retraite. Je me permettrai de ne pas partager votre enthousiasme à l'égard des produits Madelin, tout simplement parce qu'ils ne permettent que de sortir en rente. Votre capital disparaît. Et ça, c'est probablement, du point de vue du philosophe de la liberté, que je ne suis pas, mais que j'apprécie, c'est quand même quelque chose d'un peu choquant. Et ça, c'est la caractéristique des placements français. Parce qu'en France, vous n'avez presque jamais, dans les produits qui sont plus ou moins agréés par l'État, parce que c'est lui qui distribue les avantages fiscaux, vous n'avez presque jamais la sortie en capital. Or celle-ci, et vous le dites dans le livre d'ailleurs, peut se révéler extrêmement utile. Quand vous arrivez à l'âge de la retraite par exemple, ou plus tard, il peut devenir nécessaire pour vous de changer de domicile, ou bien d'aider un enfant, etc. etc. Donc finalement, la rente, qui est certes une sécurité, peut être aussi un frein. Donc quel est votre sentiment à ce sujet? Il faut savoir que tous les systèmes de retraite par capitalisation ont des sorties en rente et pas en capital. Tous, ça, que ce soit en Suisse, que ce soit en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis. Mais en général, là vous avez tout à fait raison, je crois que le souscripteur a le choix, il peut sortir en capital à hauteur d'un certain pourcentage, disons, des capitaux accumulés, et en général en payant une pénalité quand même. Il a une pénalité pour sortir en capital. Et en France, on a été très très rigoureux là-dessus, et c'est sans doute, on a été probablement trop rigoureux. Je passe là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les pouvoirs publics nous prennent un peu pour des enfants quelque part, en se disant, un peu des vachonnets aussi de temps en temps. Non, c'est vraiment l'idée de protéger contre soi-même la personne qui devient retraitée. En se disant, mais si elle a un capital, elle risque de le dépenser en totalité. Donc, d'où l'idée en fait d'une sortie en rente. Mais moi, je replace ça en contexte par rapport aux retraites par répartition finalement. Quand je cotise par répartition, je ne sais absolument pas ce que je vais avoir, puisque tout dépend du nombre de cotises dans le futur. Et voilà, c'est ça. Et puis de l'équilibre entre actif et inactif au moment où je prends ma retraite. Inconnu total. Au moins dans un système par capitalisation de type Madelin. C'est mon argent qui capitalise. Et si en plus j'ai eu l'intelligence, par exemple d'être client de ma société et d'avoir un contrat Madelin où le taux de rente est garanti dès maintenant, pour le jour de ma retraite, sans incertitude liée à l'allongement de l'espérance de vie, je sais exactement ce que j'aurai. Donc c'est une différence déjà assez importante par rapport au régime de retraite obligatoire. Je comprends bien l'articulation, que j'ai d'ailleurs étudiée à l'occasion. Il n'empêche que ce genre de produit-là est attentatoire, même s'il présente des garanties, bien sûr, est quand même un peu attentatoire au principe même du fait qu'un capital vous appartient. Donc c'est ça qui est un petit peu choquant. Mais la France, est-ce que votre réflexion, la réflexion de François tout à l'heure sur l'État qui, peut-être était la vôtre d'ailleurs, qui vous traite un petit peu comme un enfant, ne manque pas de saveur, parce que si l'État craint que l'individu ne dépense pas bien son argent, que doit-on penser de ceux qui nous disent que l'État peut nous protéger? Parce que comment l'État a-t-il dépensé son argent? C'est une bonne question, mais je ne vous remercie pas de me l'avoir posée, comme dirait un ministre. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Mais l'argument de Nathalie est fondamental. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a un débat actuellement là-dessus. Et il y a une association qui s'appelle AFPEN, qui s'occupe d'épargne retraite, qui va proposer, et c'est une très bonne idée à mon avis, que dès lors qu'on a une pension de retraite par répartition d'un certain niveau, c'est-à-dire convenable, donc on est sûr qu'on ne va pas tout gaspiller, qu'on va quand même pouvoir payer peut-être ses traites, son loyer ou ses charges, etc. Eh bien,
on puisse sortir en capital plutôt qu'en rente. Je trouve que ça, c'est une idée très astucieuse parce qu'en fait, fondamentalement, la raison pour laquelle la sortie est effectivement en rente, c'est parce qu'on a peur que les gens dilapident. Et c'est tellement vrai que le jour que le ministre qui a mis en place ce système pour les salariés, c'était M. Francis Maire, et lui, il avait vu ce que faisaient les ouvriers de Usinor lorsqu'ils touchaient des prêts retraite, eh bien, il les dépensait. Et je lui ai expliqué, moi, personnellement, que de l'argent qu'on reçoit par disons, la grâce de son employeur à un moment donné, eh bien, effectivement, on peut le dépenser. Mais de l'argent qu'on a accumulé pendant 20 ans ou 25 ans, on ne le dilapide pas. La preuve, d'ailleurs, c'est que les adhérents de l'AFFAIRE, qui est la plus grande association d'épargnants en France, eh bien, ils sortent pas du tout en rente, mais ils sortent surtout très peu d'argent de leur compte au-delà de 65 ans. Donc on voit bien que ceux qu'ils ont, disons, épargnés pour la retraite, eh bien, ne sert plus. Ne sert pas vraiment précisément ils continuent à l'accumuler. Voilà. C'est la thèse que vous développiez dans Appauvrissez-vous, un ouvrage publié il y a à peu près 2 ans aux éditions Bourrin, et vous dites, en fait, dans cet ouvrage qui est très excitant pour l'esprit, qui est polémique, est un peu polémique et provoquant, mais enfin c'est ça qui fait aussi souvent l'intérêt d'une lecture. Vous dites qu'au fond, à partir d'un certain âge, à quoi bon accumuler de l'argent, peut-être vaut-il mieux le dépenser ou en tout cas le placer. Et donc, mais ce que je n'ai pas très bien compris dans le projet que vous venez d'exposer concernant cette association, c'est l'argent qui serait placé, la sortie qui se ferait en capital, se ferait dans quel type de régime? Je veux dire, l'argent viendrait de la retraite par répartition? Ah non, la retraite par capitalisation. L'argent que j'ai épargné, je pourrais en retirer une quantité importante. Donc vous voulez introduire cette association, peut introduire la capitalisation et la sortie en capital dans les systèmes de rente. En fait. Pour les systèmes Madelin, par exemple. Ce serait une bonne chose, mais je ne suis pas sûr que ça passe. C'est pas sûr que ça passe d'abord, mais je crois que c'est une idée intelligente parce que c'est une idée où on prend l'épargnant pour quelqu'un de responsable. Donc toutes ces idées-là, ça, je pense que nous sommes d'accord, ce sont des idées saines. Nous n'aurons certainement pas de référence à ce sujet. Mais vous parliez de... Il y a un problème fiscal toujours. Oui, alors justement. Parce que ça peut se faire le jour où, par exemple, on paiera les impôts au fil de l'eau comme c'est prévu, c'est-à-dire par prélèvement à la source. Pour payer ça, il faudra que l'État connaisse de manière assez précise le taux moyen d'imposition de chacun. Admettons, par exemple, c'est tout à fait classique, quand vous êtes retraité, pour avoir un taux moyen d'imposition qui sera de l'ordre de 15 à 20% de vos revenus. À ce moment-là, votre capital, quand il sortira, eh bien, on lui prendra quand même 15 ou 20%, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Il y en a qui, à mon avis, préféreront garder la rente, simplement parce que l'idée que dès que mon argent arrive, l'État m'en prend 15-20%, c'est une idée un peu déplaisante. Vous en conviendrez. Franchement, même détestable, disons le mot. Non, mais tout ça, évidemment, ce sont des projets qui, à mon avis, illustrent très bien le caractère un tout petit peu retardataire de l'ensemble de ce système en France. Ça ne tient pas à l'ingéniosité des spécialistes de la finance, ça tient simplement à l'État, qui est très raide dans toutes ses façons de faire. Donc vous avez beau bénéficier d'une grande virtuosité dans l'exercice de votre profession et dans la connaissance du système, il y a un moment où on se heurte à la volonté de l'État de ne rien changer. Et c'est là tout le pari d'ailleurs qui est celui de la nouvelle présidence de la République. Si vraiment si M. Sarkozy arrive à faire varier au moins cet aspect bloqué qui est caractéristique de la société française, notamment sur le plan financier et fiscal, il est probable que nous verrons à ce moment-là en chaîne toute une série de réformes se faire. Mais c'est tout le mal que je vous souhaite, parce qu'à ce moment-là, vous pourrez vraiment donner libre cours à la qualité de votre action. Car c'est finalement dans les systèmes vraiment libres qu'on voit les bons professionnels. Quand un système est bloqué, le professionnel fait ce qu'il peut, du mieux qu'il peut. Mais ça, c'est un point sur lequel d'ailleurs on a pas mal insisté, c'est qu'en France, par exemple, lorsque l'on veut que les gens mettent leur argent dans une direction, que ce soit dans les départements d'outre-mer, dans les zones de revitalisation rurale, dans les forêts, parce qu'il y a eu tout d'un coup, en 99, une énorme tornade, eh bien, on donne un gadget fiscal, un petit coup de pouce fiscal pour qu'on aille dans ce sens. Et tout le monde sait, je crois que Nathalie répondrait mieux que moi à ça, qu'on est très sensible à ce coup de pouce et ça peut peut-être donner de mauvais résultats. Je ne sais pas ce que tu en penses. Disons que tous les coups de pouce fiscaux ne sont pas à prendre.
certains sont tout à fait intéressants. Ce sont des attrape-niveaux pour certains. Mais pour certains, et vous savez, quand on fait un investissement, je crois qu'un cadre fiscal c'est une chose, mais il faut que ce soit un bon investissement intrinsèquement. Si en plus il vous apporte un avantage, tout va bien. Mais s'il n'a que l'avantage et pas de qualité intrinsèque, on se plante. Effectivement, en zone de revitalisation rurale, le problème, tout simple, il faut louer. Mais qui est là? Où sont les locataires potentiels quand il s'agit d'une zone à revitaliser? Donc, personnellement, je suis assez prudente sur un certain nombre de dispositifs plus exotiques. En particulier... L'exotique, le terme est très bon. Oui, mais oui, le terme est effectivement très bon. Il y a aussi, mais ce ne sont certainement pas les zones qui sont visées, ces zones qui se revitalisent naturellement par ce qu'on appelle les rurbains. Mais ces zones-là n'ont pas besoin d'être revitalisées, je suppose. Donc ce n'est pas celles qui sont visées. Non, elles ne sont pas visées. Voilà, donc tout le problème est là. Alors effectivement, l'aubaine fiscale est une aubaine peut-être pour certains, mais est-ce qu'en général, vous avez une expérience de tous ces gens qui ont choisi, parfois même contre votre conseil, une aubaine fiscale? Qu'est-ce qui arrive en général? Est-ce qu'ils finissent par s'en mordre les doigts? Mais pas toujours, parce qu'il y a des aubaines fiscales tout à fait intéressantes. Je vais vous donner un exemple. La loi Malraux, dont on a dit beaucoup de mal, mais maintenant je crois qu'il faut revoir les choses complètement, puisque la loi a été simplifiée en 1994, et puis il y a eu tellement d'arrêts en Conseil d'État sur la liste des travaux déductibles. La loi Malraux, je rappelle que quand vous achetez un bien, pardon, pour le louer, en secteur sauvegardé, il est rénové sous l'égide des Bâtiments de France. En général, en plus, ce sont des biens de belle qualité. Tous les travaux, enfin, une liste de travaux est déductible de vos revenus. Alors ça, c'est quand même plus qu'une carotte et plus qu'une aubaine. Alors, qu'est-ce qui compte? La solidité, déjà, du dispositif. Maintenant, c'est le cas complètement. Deuxièmement, si vous avez une opération comme j'en imagine une dans peu de temps dans le Marais, vous faites un très bon investissement, et quelqu'un qui paye une facture d'impôt de type, je connais quelqu'un qui paye 75 000 € d'impôt, si 45% du montant de son achat passe sur 2 ans en déduction de ses revenus, croyez-moi, il fait une aubaine fiscale et une très bonne affaire immobilière. Alors, je vais maintenant vous parler de fiscalité, mais sur un autre terrain. Que deviendront tous ces placements si un jour, si par bonheur, nous arrivons à imposer la flat tax, c'est-à-dire la taxe unique que nombre de pays européens nouvellement arrivés, notamment dans l'espace de l'Union européenne, ont institué. Parce que finalement, est-ce que ce sera plus facile ou plus difficile pour les conseils en gestion patrimoniale? On vous dit par exemple, ben voilà, tous les revenus sont imposés à 15% ou à 20%, comme vous venez de le dire à propos d'un autre exemple. Est-ce que pour vous, ça ne va pas faciliter votre tâche? Les meilleurs produits s'imposeront à ce moment-là, puisqu'il n'y aura plus simplement l'obstacle fiscal. La flat tax est une hypothèse. Oui, j'aime bien évoquer les hypothèses heureuses, voyez-vous. Non, hypothèse sympathique et qui a été, et c'est un impôt qui a été adopté notamment dans les pays baltes. Voilà. Mais je crois qu'on en est très loin. Et en Slovénie, etc. On en est très loin parce que c'est pas du tout notre culture, a priori, en France, où il y aura toujours quelqu'un pour dire il faut que les produits agricoles, certains produits, soient à 5,5% de TVA, enfin une TVA allégée parce que c'est important, c'est moralement. Donc on en est. Et puis, pour adapter la flat tax, il faut être convaincu que l'impôt doit être proportionnel et non progressif. Alors, vous savez, comme chez nous, la capacité contributive des gens dits riches est considérée comme devant être supérieure à la capacité contributive des gens réputés pauvres. Donc, on en est très loin. D'accord. Donc, je crois, mais bien que on vous dise tout le temps, nous allons supprimer les niches fiscales. Vous avez entendu ça? Je l'ai entendu récemment. Mais Sarkozy, quand il était ministre des Finances, il se promettait de supprimer des niches fiscales. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prolonge ces niches pendant encore 2-3 ans, en se disant peut-être qu'un jour on arrête. Mais les lobbies qui vivent de ces niches, évidemment, réagissent assez vigoureusement, et donc c'est pas encore tout à fait de mal à veille qu'on ira... Bon, écoutez, retombons sur terre alors et évoquons d'autres sujets, par exemple, alors les produits dérivés. Alors ça devient assez complexe, ça n'est probablement pas à la mesure de l'épargnant moyen, je suppose. Là, est-ce que vous-même vous conseillez les produits dérivés, c'est-à-dire des produits nettement plus spéculatifs que les placements que vous venez d'évoquer? Ah non, je ne les conseille jamais. Mais c'est vrai que se développent beaucoup les varants,
et des trackers à effet de levier, des certificats, notamment les certificats BER et à effet de levier. C'est effectivement un peu trop complexe, à mon avis, pour un épargnant classique. C'est pas pour rien que les banques font des écoles d'épargne gratuites, avec nombre d'exemples, etc. Pour un spéculateur, très bien. Quelqu'un qui est devant ses écrans à peu près toute la journée, qui a du goût à ça, qui connaît les mathématiques financières, pourquoi pas. Mais ça, je crois que ça ne relève pas d'une activité patrimoniale. C'est plutôt un amusement et de la spéculation, que l'on fait ou pas. Et que pensez-vous de cette loi qui veut que, vous l'évoquez dans le livre, tant qu'on ne vend pas, on ne perd pas? Oui, c'est ça. C'est un classique. C'est une absurdité. On n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Mais si, parce que la chose vaut le prix qu'elle a le jour d'aujourd'hui, et rien d'autre. Voilà. C'est un principe qui fait que les gens gardent indéfiniment des titres boursiers qui ne se relèveront jamais de leur malheur. Donc c'est un mauvais conseil. Et en fait, il faut, parce qu'il y a une autre loi boursière qu'on applique moins, c'est en bourse, il faut savoir se couper un bras. Oui. Et bien celle-là, elle nous paraît plus saine que la précédente, qui malheureusement a tendance à induire en erreur. Certains ont encore des emprunts russes dans leur tiroir. Là, ils seraient mieux fait de vendre s'ils avaient pu. Notez que maintenant, ça devient un objet de collection. Donc oui, donc ça n'est pas forcément mauvais. Oui. Alors, parmi les très nombreux placements que vous évoquez dans votre ouvrage, il y en a quand même un certain nombre qui sont privilégiés par rapport à d'autres. J'ai quand même senti à travers l'ouvrage que vous avez une vision philosophique de certains placements. Quels sont-ils en général? Vision philosophique de certains placements, pardon, mais... je ne sais pas, est-ce que vous privilégiez, par exemple, vous parlez de l'or, par exemple. Je ne dis pas que vous le privilégiez, parce que ce n'est pas le cas, mais... On en dit du bien. Vous dites du bien de l'or, alors tout le monde, tous les spécialistes de la finance que j'ai entendus me disent toujours le plus grand mal de l'or. Oui. Alors, et pas vous. Non, mais on dit du bien de l'or pour plusieurs raisons. On dit d'abord parce que, comme on a, parmi les objectifs qu'on a déterminés, il y a la spéculation. Les gens qui veulent spéculer, il faut qu'ils puissent faire des barans, des certificats, comme le disait Nathalie. Ils font aussi ce qu'on appelle les fonds à capital garanti, où vous avez, c'est de la micro-spéculation, où vous avez votre capital à la fin et peut-être un bonus, et tout le monde court après le bonus, en général il est un peu ridicule. Ça c'est de la spéculation du pauvre que je trouve un peu dérisoire. En revanche, l'or, c'est un objet de spéculation réelle. En plus, c'est un objet qui fait plaisir. L'idée d'être propriétaire d'or, même de toucher ses lingots, ça fait plaisir aux gens. Eh bien, l'or est un produit tout à fait passionnant aujourd'hui parce que c'est une matière première dont la demande industrielle et bijouterie, notamment dans les pays comme la Chine et l'Inde, qui se développent. Donc il y a de plus en plus de gens riches, cette demande augmente. Donc aujourd'hui, le marché de l'or est déséquilibré. Il y a plus de demandes que d'offres. Et les cours montent très naturellement et aujourd'hui, je conseillerais vigoureusement à des gens qui veulent se faire plaisir, encore une fois, et qui ont l'esprit un peu spéculateur, d'acheter de l'or. Je l'aurais pas fait il y a 10 ans. Oui. Pas du tout. Parce que les produits émergents, les pays émergents n'avaient pas émergé. Là, ils sont vraiment en train de se rattraper. Ces pays où les femmes et les hommes adorent l'or. Et ils ont une confiance dans la détention d'or qui est la même que nous avions en France dans les années 30, lorsque le marché de l'or, disons des particuliers, a commencé à se développer. Alors donc, les grands argentiers européens ont peut-être eu tort de vendre leur or. Absolument. Globalement, oui, on peut le dire. Parce que, vraiment, on en a beaucoup vendu, enfin, il en reste encore, mais... toutes les banques centrales ont été très fortement vendeuses. Et en fait, l'or, il y a deux manières de le détenir. Soit en physique, et là, on peut se faire plaisir à regarder ses lingots ou ses pièces. Et il y a surtout maintenant tous les produits or, soit des fonds comme un placement, soit des trackers or. L'Xtor en a sorti un en début d'année, je crois, oui, c'est ça. Qui représente 1/10 d'once d'or. Voilà. Libellé en dollars ou en euros. Donc, alors dans un portefeuille... C'est la référence du placement, en fait. Oui. L'once d'or, c'est la mesure de référence. Oui. Et dans un portefeuille, c'est pas idiot d'en avoir un pourcentage, je dirais pas énorme, je dirais entre 2 et 5%. C'est une protection contre l'inflation, c'est une matière première, et c'est une protection aussi contre l'érosion du dollar. Et en ce qui concerne la bourse, quel est votre conseil? Est-ce que l'individu peut lui-même gérer ses propres placements, ou est-ce que vous conseillez de passer par un spécialiste, un agent de change ou un cabinet de gestion? Il y a deux façons de gérer un portefeuille. La première, peut-être plutôt trois. La première, je m'intéresse, je connais les actions, les entreprises m'intéressent, j'achète moi-même, je lis les journaux, j'achète Investir, le revenu, etc. Bon. C'est une gestion non professionnelle, c'est vrai. Et
pas basée évidemment sur une analyse exacte de la société ni une connaissance de son management. La deuxième idée, c'est de donner un portefeuille à confier à gérer sous mandat de gestion à un professionnel. Le problème, c'est que les très bons professionnels s'occupent rarement des comptes de particuliers, pour tout vous dire, dans la mesure où ils préfèrent s'occuper de gros volumes, et notamment de fonds et SICAV. Parce qu'ils sont reconnus, ils ont une visibilité, une communication forte. La troisième idée, c'est celle que je pratique d'ailleurs, c'est de gérer uniquement au travers de fonds, mais sélectionnés auprès de maisons de gestion spécialisées sur chacun des sujets. On y retrouve vraiment à des gérants qui, eux, rencontrent les managements, font leurs propres analyses financières et ont leurs propres objectifs sur la société. Et ça, personnellement, je trouve que c'est la façon de faire la plus patrimoniale et celle qui tient mieux la route dans le temps. Mais on peut aussi faire du panachage. Par exemple, moi j'ai un portefeuille d'actions en direct que je gère moi-même, en essayant de faire des bons coups, en faisant des plus ou moins bons, d'ailleurs. Et il y a des bons et des mauvais. Et puis j'ai aussi un PEA qui est géré par Nathalie. Alors j'ai les deux pilotés en concurrence, vous voyez. Donc oui, Nathalie, je n'aurais pas quand je fais mieux. Ah oui, voilà, je vais vous poser la question. Qui gagne dans cette affaire? Est-ce que c'est Ils sont au coude à coude, parce que c'est deux philosophies de gestion très différentes, parce que chez Nathalie c'est que des fonds, et chez moi c'est que des actions, et j'avoue que les deux méthodes ont leur intérêt. J'ai pas du tout les mêmes sensations. Oui. Alors le portefeuille d'actions en direct, je suis très très content quand j'ai tout d'un coup une action qui fait 20% de hausse. Là j'ai un vrai plaisir, alors que les fonds je les vois jamais faire plus de 20%. L'important c'est mois par mois de voir que ça évolue. Donc ça ne donne pas du tout les mêmes plaisirs, c'est pas la même relation à l'argent. Alors, ce que vous nous avez appris dans votre ouvrage Appauvrissez-vous, c'est que vous êtes un descendant de François Guizot, le fameux ministre qui est devenu célèbre par ses actions et par ce fameux adage tronqué, enrichissez-vous par le travail et par la probité. Donc vous avez rétabli dans votre livre la citation complète. Est-ce qu'aujourd'hui cette citation est encore valable? La probité, ça existe encore dans le monde public? Guizot était convaincu que le progrès matériel allait de pair avec le progrès moral. Alors là, c'était une idée intéressante, mais dont on ne peut pas dire que toutes les sociétés l'aient validée. Mais moi je pense que, si vous voulez, dans la société contemporaine, c'est peut-être pas le progrès moral, en tout cas le progrès du droit, la réglementation, le fait que les gens soient mieux dans leur société, qu'ils soient plus pris en main. Mais peut-être ça déresponsabilise, qui est un handicap, mais ce progrès-là est réel. Donc on a une société qui est beaucoup plus attentive, si je puis dire, à tous ses ressortissants. Donc on peut imaginer que la probabilité, il trouve un terrain. Je pense, moi personnellement, que 9 personnes sur 10 sont honnêtes. Les gens sont rarement malhonnêtes. Donc c'est quand même plutôt sympathique, si on regarde ça de ce point de vue-là. Et je crois qu'effectivement, on peut s'enrichir dans une société à condition que, effectivement, cette société tolère l'enrichissement. Quand M. Hollande trouve qu'à 4 000 € de revenus, on est un riche, et que lui-même ne se trouve pas riche alors qu'il paye l'ISF, il est non seulement en contradiction avec lui-même, mais il m'inquiète. Et je connais des gens, des petites gens qui m'ont dit, effectivement, si la gauche passe, nous partons, parce que 4 000 €, c'est pas vraiment par mois, on peut pas dire que ce soit la fortune. Que des gens se prennent des fabuleux parachutes dorés lorsqu'ils sont licenciés, c'est effectivement moralement très scandaleux. C'est contractuel, donc il faut faire attention à ce qu'on peut faire. Mais je pense que M. Sarkozy est très conscient qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine, parce que l'enrichissement sans cause et aberrant est effectivement quelque chose qui choque. En revanche, je pense que le bon enrichissement de base, en achetant des bons livres qui aident à l'obtenir, un bon ouvrage, c'est sain, et j'encouragerais tout le monde à le pratiquer. Alors nous allons surenchérir pour le compliment d'usage, et qui est mérité, Argentissime, le guide complet de vos placements aux éditions Groupe Express, un ouvrage de Nathalie Cotte qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'assister, de participer à cette émission avec François De Witte qui est son co-auteur. Madame, mademoiselle, monsieur, eh bien, notre émission est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que nous nous retrouverons très prochainement et que, en attendant, vous vous porterez bien et que vous serez heureux. À bientôt et vive la France.